Donc voilà, donc on va vous demander de présenter la valeur de l'information. Alors, vous allez voir, on est sur trois projets, deux projets financés et un projet en attente de financement sur ces questions de valeur de l'information, dans des contextes qui sont très très différents, et c'est un concept assez adaptatif finalement. Le projet sur lequel on est et sur lequel Alexandre est impliqué, donc Alexandre Caron, qui est chef de clinique en santé publique venant de la sphère de la biostat. En fait, on a un projet autour de l'utilisation de ce genre d'outils pour prioriser les demandes d'études post-inscription, c'est-à-dire l'articulation entre l'après et la post-inscription. Donc là, en fait, comme vous allez le voir, en fait, les concepts sont relativement bien définis et bien clairs, et donc la question, c'est plus l'utilisation de ces concepts dans un contexte institutionnel donné qui est posé. Le deuxième projet sur lequel on est, c'est l'utilisation de ces mêmes outils pour finalement interroger le développement des DM. C'est-à-dire en gros, tout au cours du développement d'un dispositif médical, il y a des décisions de go-no-go à prendre, et finalement comment ces outils-là peuvent-ils être utilisés par les industriels pour décider de ces points décisionnels à des moments particuliers du développement du DM. Et donc on fait ça sur un projet qui est financé par l'ANR avec le gros laboratoire d'utilisabilité de Lille qui s'appelle EvaLab. Et puis on est associé au projet en attente de réponse au financement de SmartGraph. Et donc voilà. Et donc ce qu'on a présenté, ce qu'on vous propose de faire ce soir, c'est dans le premier projet, le projet dans lequel on essaie de regarder quel est l'apport de ce genre de démarche dans le processus institutionnel. En fait, on est amené à présenter ces concepts de valeur d'information à des gens qui ne les connaissent absolument pas. Je pense aux industriels, je pense éventuellement aux institutionnels. Et donc, la présentation qui est là est à vocation essentiellement pédagogique, d'essayer d'illustrer ce qu'est ces méthodes et ce que l'on peut leur faire dire ou pas dire. Et donc voilà, donc on ne va pas aller très très loin dans l'aspect théorique, c'est pas tellement ça la question. L'idée c'est plus finalement de voir comment on peut les mettre en œuvre et finalement ce que renvoie cette valeur de l'information. Alors vous allez comprendre vraiment le parti pris pédagogique de cette présentation. Alors le point de départ évidemment il est assez simple, c'est que vous savez comme moi, toute décision est prise en situation d'incertitude. Et je dis souvent aux étudiants à Lille que c'est une faute professionnelle que de ne pas considérer l'incertitude dans les évaluations qu'on peut être amené à faire, et qu'on n'a pas le droit de mettre le décideur dans une fiction d'une décision qui serait prise en situation d'incertitude. Et donc, il faut reconnaître cet état de fait, qui est un état de fait incontournable. Dès lors qu'on admet que cette décision est prise en incertitude, alors il faut admettre aussi qu'il y a donc un risque non nul de prendre une mauvaise décision. Et donc la question, à un moment donné, se pose de savoir si oui ou non, compte tenu des éléments à notre disposition, on doit aller vers une production supplémentaire d'informations qui permettrait de réduire ce risque de prendre une mauvaise décision. Et si on admet que cette information supplémentaire est capable finalement de réduire cette incertitude décisionnelle, la question c'est est-ce que je peux donner une valeur économique à l'information qui est susceptible d'être produite? Et ce faisant, est-ce que je peux comparer cette valeur attendue de l'information au coût de mise en œuvre de l'étude supplémentaire qui permettrait de générer cette information, et donc finalement de hiérarchiser les études et finalement de prendre une décision de faire ou de ne pas faire une étude nouvelle, ou de faire ou de ne pas faire, de faire une étude selon des modalités qui sont des modalités spécifiques. Et donc toutes ces problématiques autour de la valeur de l'information vont tourner autour de ça finalement. Est-ce que je peux donner une valeur économique à l'information? Et est-ce que je peux finalement comparer ensuite cette valeur économique au coût de production de cette information, et ce faisant hiérarchiser? Alors, un point important, c'est qu'on est toujours dans un contexte décisionnel. C'est-à-dire qu'il y aurait une vraie question probablement à se poser de savoir si ces méthodes-là peuvent être, par exemple, utilisées pour faire de la valeur de la recherche. On est en dehors de tout contexte décisionnel. Et il y a deux décisions qui sont toujours finalement évaluées. Il y a une décision de, par exemple, rembourser ou de ne pas rembourser un dispositif médical, un produit de santé, et la décision qui est associée à cette décision première, qui est de recourir ou de ne pas recourir à des données nouvelles. Voilà. Et donc on a toujours ces deux décisions qui sont simultanément en jeu lorsqu'on regarde ces méthodes de valeur de l'information. Alors, une manière très simple, et puis après on va complexifier un petit peu, et puis on va aller dans le domaine médical, mais une manière très simple de présenter ces questions de valeur de l'information, c'est finalement de considérer
le cas le plus basique, c'est un cas de figure dans lequel j'aurai deux décisions et deux états du monde possibles. Et donc, j'ai une état du monde 1 et un état du monde 2, chacun associé à une certaine probabilité de survenue, et deux décisions possibles, A et B. Et ce que vous montre cette matrice, c'est finalement le payoff, c'est-à-dire finalement ce que je vais avoir si, lorsque je prends la décision A et que l'état du monde 1 se réalise, je vais bénéficier de 10 000 euros. Si j'ai pris cette décision A et que c'est l'état du monde 2 qui se réalise, alors je toucherai 50 000 euros. D'accord ? Donc j'ai deux états du monde probabilisés, deux décisions et une matrice de payoff qui vous donne à chaque fois quel est le montant que je vais obtenir lorsque j'aurai pris la décision et qu'un état du monde se réalisera. Alors sur une échelle temporelle, c'est assez simple. J'ai un premier temps qui est une prise de décision, et donc je prends la décision A ou je prends la décision B, et puis j'ai un deuxième moment qui est postérieur à celui-là, le moment auquel finalement l'état du monde sera réalisé, sera révélé, et cet état du monde peut être 1 ou 2 avec une certaine probabilité. Et donc finalement c'est ce contexte-là qui va nous permettre d'introduire le concept de verbe d'information. Alors si deux cas de figure, un cas de figure bien sûr qui est le premier, qui est quelle décision je peux prendre sans connaître a priori la réalisation des états du monde, et puis ensuite je changerai un peu de perspective. Alors si je regarde la manière dont je peux considérer cette prise de décision en présence de cette incertitude sur la réalisation des états du monde, ben voilà, donc vous connaissez la symbolique des arbres de décision, hein, j'ai un premier nœud, qui est un nœud décisionnel qui me dit je choisis A ou je choisis B, et puis j'attends la réalisation des mondes, enfin j'anticipe la réalisation du monde, et bien sûr, si je choisis A, de nouveau, j'ai donc 30% de chances que l'état du monde 1 se réalise et 70% de chances que l'état du monde 2 se réalise avec les payoffs respectifs. Et puis j'ai la même chose du côté de B. Et si je fais l'hypothèse que je suis neutre au risque, alors je vais pouvoir comparer les payoffs associés à chacune des décisions en prenant l'espérance mathématique des payoffs qui sont associés à chacune des décisions. Et donc l'espérance de gain attendue en ayant choisi A est de 38 000 euros. Et puis, alors donc j'aurai 38 000 euros en moyenne. Et l'espérance mathématique de choisir, lorsque je prends la décision B, l'espérance mathématique du résultat attendu est, avec les mêmes règles de calcul, de 23 000 euros. Et donc, je suis dans cette situation-là. Et bien sûr, comme je dois prendre la décision avant de connaître la réalisation du monde, eh ben, toujours sous cette hypothèse de neutralité de risque, je suis sur l'idée que, bien sûr, je vais prendre donc la décision qui a le payoff attendu le plus important, et je vais donc choisir l'option A qui me ramènera 38 000 euros. Alors, ça, c'est la situation réelle, c'est la situation dans laquelle on fait face lorsque on est un décideur et qu'on doit prendre la décision avant que l'état du monde ne se réalise. Et bien sûr, je choisis A. Alors maintenant, imaginons que je possède l'information au préalable et que je puisse finalement disposer d'une information sur la réalisation des états du monde. Alors je vais faire ce que nos étudiants ne doivent jamais faire, c'est écrire un arbre de décision dans lequel le premier nœud est un nœud de chance. Voilà, donc je dis, ben voilà, j'ai 30% de chance que 1 se réalise, et puis si 1 se réalise, ben, j'ai un nœud de décision qui dira, ben, si 1 se réalise, conditionnellement au fait que 1 se réalise, je peux choisir A, je peux choisir B, et puis il ne faut pas être grand devin pour se dire, ben, si c'est 1 qui se réalise, alors je prendrai B. Et donc, puisque c'est finalement le payoff qui est le plus important dans cette situation de certitude. Et puis si l'état du monde 2 se réalise, avec 70% de chance, et bien sûr, je compare les payoffs de A et de B, et de nouveau, il ne faut pas être grand devin pour imaginer que si c'est l'état du monde 2 qui se réalise, alors je prendrai l'option A qui me rapporte 50 000 euros. Et donc, en espérance mathématique, compte tenu du fait que 1 a 30% de chance de réaliser et 1 a 30% de chance de réaliser et 2 a 70% de chance de se réaliser, j'attends 44 000 euros. D'accord ? Et on mettez bien en tête, 38 000 tout à l'heure, 44 000 maintenant, vous allez comprendre. Et donc maintenant, la question, en fait, finalement, c'est est-ce que j'achète ou pas l'information ? Voilà. Et j'achète l'information, si je n'achète pas l'information, finalement, j'ai le bras, le modèle initial, qui me donne un payoff de 38 000 euros, ou je n'achète pas l'information, et si je n'achète pas l'information, si j'achète l'information, j'ai le deuxième arbre décisionnel qu'on a vu tout à l'heure, et j'ai 44 000 euros. Vous voyez que les payoffs attendus sur l'une et l'autre branche sont différents, et la différence entre ces deux payoffs, bien sûr, constitue la valeur maximum que
constitue cette information, c'est-à-dire ici 6 millions. Donc vous voyez, en fait, la question est assez simple, hein, la manière de concevoir le problème est assez simple. C'est finalement, quelle est la valeur maximum que je peux attribuer au fait d'avoir une information sur la réalisation des états du monde? Et bien, c'est simplement cette différence entre les payoffs attendus de ces deux arbres, dans lequel finalement, assez anecdotique, on a changé le sens des nœuds de décision et des nœuds de chance, mais c'est bien sûr radicalement différent, bien sûr, sur l'interprétation qu'on peut en donner. Voilà, et donc ça, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon de toute cette littérature sur la valeur de l'information, le VPI, c'est-à-dire l'espérance de la valeur d'une information parfaite, c'est-à-dire si je pouvais avoir une information parfaite, et bien, le montant maximum que je suis prêt à payer pour l'obtenir, c'est 6 millions. Alors, on a juste prendre un petit exemple pour médicaliser un tout petit peu notre discours, hein, mais les concepts sont totalement posés lorsqu'on a compris ce petit exemple avec cette petite matrice de payoff à 2 lignes de colonnes. On va prendre l'exemple de l'occlusion de l'appendice auriculaire gauche par voie transcutanée. Le problème médical est assez simple. En fait, c'est la prévention du risque d'AVC. Il y a une petite partie du cœur dans laquelle, éventuellement, dans certaines situations cliniques, je vais avoir une circulation du sang qui va faire en sorte que des caillots vont se créer, qui peut créer des AVC dès lors que ces caillots vont ensuite se déplacer dans les circuits sanguins. Et en fait, on a 2 stratégies qui permettent de réduire ce risque. La première, c'est bien sûr de prendre des anticoagulants. Et le deuxième, c'est d'aller installer dans ce petit orifice un plug Washman qui va venir finalement empêcher la formation de ces caillots en obstruant ce petit appendice qui crée bien des soucis. Et donc, on va se retrouver dans un processus décisionnel qui est assez simple. En gros, je dois conduire une analyse coût-efficacité ou coût-utilité des alternatives qui me permettent de prévenir la formation des AVC, et je vais donc utiliser un modèle décisionnel tout à fait standard que vous connaissez par cœur, qu'on appelle un modèle de Markov, qui va se caractériser par un certain nombre d'états et des probabilités de transition entre ces états. Et donc, vous voyez, en gros, mon patient, à un moment donné, peut se retrouver dans 5 états. Il peut être dans un état de parfaite santé, il peut être mort, bien sûr, ça c'est définitif. Il peut bien sûr faire un AVC, il peut faire une hémorragie ou il peut faire un infarctus du myocarde. D'accord ? Et donc, ce que dit ce modèle décisionnel, tout simplement, c'est la probabilité que le patient puisse transiter d'un état à l'autre au cours des cycles qui vont caractériser le fonctionnement de ce modèle. De nouveau, de manière tout à fait classique, on va dans une analyse coût-efficacité devoir caractériser finalement les paramètres de ce modèle, et on a l'habitude de les caractériser en 4 grands chapitres: les caractéristiques des patients, les probabilités de transition dans le modèle, la qualité de vie associée aux états et les coûts associés aux états ou aux interventions. Et on va donc commencer dans un travail tout à fait standard à renseigner cet arbre, ce modèle décisionnel, en renseignant, donc vous voyez pour ici, par exemple, les caractéristiques des patients, avec dans la colonne verte finalement le paramètre central qui est celui, l'espérance mathématique du paramètre, et puis quelque chose qui va nous être fort utile et sur lequel on va insister beaucoup bien sûr, qui est finalement la caractérisation de l'incertitude de ce paramètre ou de ces paramètres, avec soit des caractéristiques d'étendue, et bien sûr des caractéristiques de dispersion, et on va le voir, c'est assez important pour ce qui nous occupe, des caractéristiques de distribution, avec des choix qui sont maintenant dans la littérature tout à fait bien calés sur finalement le support de la distribution qui détermine que, par exemple, la probabilité c'est plutôt de log bêta, pour des coûts c'est plutôt des lois gamma ou des lois log normal. Enfin voilà, donc on a des distributions qui sont tout à fait standards et tout à fait bien identifiées. Voilà, donc on va faire ça pour chacun des paramètres du modèle, je n'insiste pas, et c'est ce qui va caractériser la totalité de notre modèle décisionnel. Une fois qu'on a fait ça, on fait tout le modèle. Vous savez ça aussi bien que moi. On va comparer ici les 2 stratégies qui nous occupent, les anticoagulants et le plug. On va donc calculer le différentiel de coût entre les 2 stratégies, les différentiels de coali, et puis de ça, bien sûr, du rapport de ça, on va pouvoir déterminer
le rapport différentiel coût résultat qui est ici exprimé en dollars canadiens. Et puis, vous savez qu'on peut exprimer de manière parfaitement symétrique un DCR ou un bénéfice net en fonction de la manière dont on spécifie les choses, mais la règle de décision est fondamentalement la même. Alors, on va caractériser l'incertitude. Qu'est-ce que ça veut dire caractériser l'incertitude et qu'est-ce que ça veut dire finalement apporter finalement aux décideurs une information extrêmement importante qui est non seulement la stratégie qui fournit le payoff attendu maximum, mais aussi le risque qui est pris de prendre ou de ne pas prendre une décision. Et bien sûr, vous l'avez compris, on va donc caractériser chacun des paramètres du modèle par des distributions, qui sont ici schématisées en vert, et puis on va jouer avec le modèle en caractérisant des états du monde. Qu'est-ce que ça veut dire un état du monde de manière très pragmatique lorsque l'on fait de l'analyse de sensibilité probabiliste? C'est simplement faire des tirages dans ces distributions, d'accord, distributions jointes de l'ensemble des paramètres du modèle, qui peuvent être, qui sont souvent d'ailleurs considérés comme indépendants, mais c'est probablement à tort, et qui, bien sûr, lorsqu'ils ne le sont pas, cet état du monde doit tenir compte de la structure de corrélation entre ces paramètres de modèle. On va donc tirer des paramètres de modèle. On va injecter ces paramètres dans le modèle que l'on vient de décrire, à la fois pour le bras anticoagulant et pour le bras plug auriculaire. Et puis on va pouvoir calculer le coût, le quali associé à chacun de ces tirages. Et vous voyez, je joue avec ça, je vais tirer des différentes valeurs possibles sur mes distributions et je vais donc générer des vecteurs de coût et de quali. Donc rien de compliqué à conduire ça. Et je vais pouvoir représenter finalement l'ensemble de cette incertitude dans le plan coût-efficacité par ce nuage de points qui va matérialiser finalement la distribution et des différentiels d'efficacité et des différentiels de coût. Donc tout ça est tout à fait bien standard. J'insiste bien, c'est la norme. Hein, je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, on ne produit plus une analyse coût-efficacité sans produire cette analyse de PSA, et c'est une erreur professionnelle que de ne pas le faire. Hein. Donc voilà, comme ça c'est bien clair. Même si parfois on trouve encore des dossiers à la autorité qui n'ont pas d'analyse sensibilité probabiliste, mais c'est une absolue nécessité, puisque c'est celle-là qui caractérise bien sûr l'incertitude autour de la prise de décision. Voilà, et je vais donc pouvoir ensuite transformer ces données sur les coûts et les qualis en bénéfice net, en considérant finalement une certaine valeur de la propension à payer, du fameux lambda qui me donne finalement le prix que je suis prêt à payer pour obtenir un quali. Et une fois que je fais ça, eh ben, j'obtiens ce qui est caractérisé dorénavant comme finalement une manière de représenter l'incertitude qui est extrêmement pertinente, qui est cette fameuse courbe d'acceptabilité qui fournit, vous voyez, pour les différentes valeurs du lambda qui sont ici en abscisse, la probabilité pour que chacune des stratégies soit considérée comme coût efficace. Vous voyez que donc on voit apparaître très clairement qu'il y a une stratégie qui est un autre coagulant que je n'ai pas présenté pour ne pas complexifier la présentation, mais qui est le dabigatran, qui est, vous voyez, qui est toujours finalement en dessous des autres. Et puis vous voyez que en fonction du lambda, au début la stratégie de Warfarin domine, et puis ensuite finalement la stratégie d'occlusion devient dominante en termes de probabilité que cette stratégie soit coût efficace. Alors juste pour éviter une mésinterprétation, c'est assez fréquent, donc il faut faire attention à ça. Il y a la différence entre la courbe d'acceptabilité, qui vous donne la probabilité qu'une stratégie soit coût efficace, et puis la frontière d'acceptabilité, qui sont deux choses différentes, parce que la frontière d'acceptabilité va bien sûr intégrer le fait que l'on ne regarde la dominance que sur des stratégies qui sont elles-mêmes produisant le bénéfice net maximal. Hein, et donc c'est sûr, vous voyez, la frontière finalement de la courbe d'acceptabilité, mais uniquement pour les stratégies qui sont sur la frontière d'efficience. Pourquoi j'insiste un tout petit peu là-dessus? Parce que, d'abord, la confusion est souvent faite entre les deux, et deux, parce que, bien sûr, il y a un lien immédiat entre la valeur de l'information, le VPI, l'Expected Value of Perfect Information, et puis cette fameuse frontière d'acceptabilité. Et vous voyez que le VPI a une caractéristique assez importante, c'est qu'elle présente des maxima locaux au moment où on switch d'une stratégie à l'autre, c'est-à-dire en fait on comprend bien ce qui se passe, puisque ce sont des endroits dans lesquels je commence à hésiter entre des stratégies de prise en charge, et bien c'est à ce moment-là où effectivement obtenir une information supplémentaire est bien sûr
la plus importante. Et puis vous voyez par exemple ici, par exemple si je regarde l'axe des abscisses du côté des valeurs de lambda les plus faibles, et là, la valeur de l'information est quasi nulle, parce que vous voyez qu'en gros, il y a une stratégie dont la probabilité de dominance est quasiment égale à 1, ce qui veut dire qu'en gros, j'ai plus d'incertitude, puisqu'il y a une stratégie qui domine totalement. Et puis, vous voyez que la même chose se produit à l'autre extrême, pour des valeurs de lambda élevées. La valeur de l'information tombe à 0, puisque de toute façon, de nouveau, on a une stratégie qui domine totalement les autres. Mais ce n'est qu'un cas de figure possible parmi des multitudes de cas de figure. Il suffirait qu'on ait encore une incertitude résiduelle, y compris pour des valeurs de lambda extrêmement élevées, pour qu'on voit la valeur de l'information s'envoler jusque quasiment à l'infini, hein, voilà, enfin justement des valeurs tout à fait incommensurables, parce que finalement il resterait toujours une incertitude décisionnelle, et la valeur de lambda augmentant, cette valeur de VPI explose sur des domaines qui sont extrêmement clairs. Alors, un premier élément important là-dedans, c'est que souvent on fait la critique sur les outils de VPI qu'ils supposent la connaissance d'un lambda. Ceci n'est pas juste. On voit que de la même manière que l'on peut faire de l'analyse de la PSA, de la courbe d'acceptabilité ou de la frontière d'acceptabilité pour des valeurs de lambda qui sont balayées, on peut faire de l'EVPI avec des valeurs de lambda qui sont aussi balayées. Alors après, est-ce que ça aide à la prise de décision? Ça, c'est une autre question, mais le fait qu'on sache le faire, ça, c'est absolument évident. Voilà. Et donc, on a effectivement la capacité de calculer cette EVPI à partir de cette simple résultat, de cette simple analyse de sensibilité probabiliste, en reprenant exactement les mêmes éléments que tout à l'heure. Vous voyez, je fais mes tirages, je tire différentes valeurs possibles de paramètres, je calcule mes qualis, je calcule mes coûts, je calcule mon bénéfice net. Je sais calculer ce qui se passerait si je prenais l'incertitude dans le sens où, vous voyez, je prends ma décision et l'incertitude, je l'élève après. Voilà, et là, je prendrais en fait la stratégie qui me présente le résultat net, le bénéfice net le plus important. Je n'ai toujours pas de lunettes, je ne vois plus les valeurs, mais c'est pas grave. Donc, je suis amené à prendre une décision qui est extrêmement claire. Donc, je prendrai ici l'occlusion par le plug, puisque le bénéfice net attendu est de 443 750 comparé à 435 934. Voilà, et donc je prendrai cette décision-là. Maintenant, je peux considérer de la même manière que tout à l'heure dans la matrice payoff que pour chacun de ces états du monde, je connais le bon état du monde, et donc je prends à chaque fois la meilleure des décisions qui m'est offerte. Donc vous voyez, j'ai inversé le sens, la manière dont je joue avec l'aléa. Je peux à chaque fois considérer la stratégie qui me procure le plus grand bénéfice net. Vous voyez que ça change en fonction des itérations. Quelquefois c'est l'anticoagulant, quelquefois c'est l'occlusion du plug auriculaire. Je peux calculer l'espérance mathématique de ces meilleures décisions. Je peux calculer la différence entre les 446 687 et les 443 750 de tout à l'heure, ce qui me donne une valeur de l'information ici pour les 10 premières itérations de 2937, ce qui est exactement pareil que de calculer l'espérance mathématique des coûts d'opportunité, des pertes d'opportunité qui sont associées au fait d'avoir considéré, vous voyez, par exemple, si vous prenez la première ligne, j'aurais pris sur le bénéfice net. Enfin, sur l'ensemble du tableau, je considère donc que c'est le plug auriculaire qui est la meilleure stratégie. Mais vous voyez que sur la première simulation, c'est plutôt la stratégie de l'anticoagulation qui est la stratégie dominante. Et donc, effectivement, en m'étant trompé de décision, je génère un coût d'opportunité. Si je fais la moyenne de tous ces coûts d'opportunité, je reviens là-dessus. Et puis, bien sûr, je peux faire ça des milliers et des milliers de fois. Il n'y a aucune difficulté à concevoir ce genre de calcul pour obtenir cette valeur de l'information. Et puis, on retrouve un tableau qui ressemble exactement là-dessus. Alors, cette valeur de l'information parfaite, elle n'a pas de sens. Elle est intéressante, mais elle n'a pas de sens, si ce n'est que 99% des articles publiés produisent cette valeur de l'EVPI. Parce que vous avez bien compris que cette valeur de l'EVPI, c'est la valeur associée à la réduction à nul de toute incertitude décisionnelle. Alors, je ne sais pas si vous imaginez passer d'un monde d'incertitude à un monde de certitude. Qu'est-ce que ce serait chiant, voilà, mais c'est surtout impossible. Hein. Donc, on voit bien que c'est un maximum, mais que cette valeur de l'information parfaite sur l'ensemble des paramètres du modèle décisionnel est absolument une information, mais qui en soi n'a pas une importance décisionnelle extrêmement forte. Plus intéressant, c'est de calculer ce qu'on appelle le VPPPI, hein, donc la valeur attendue d'une information partielle parfaite.
C'est-à-dire c'est pas une information parfaite sur l'ensemble des paramètres du modèle, mais c'est simplement une information parfaite sur un sous-ensemble de paramètres du modèle. D'accord? Et donc là, ça fait déjà un peu plus de sens. Qu'est-ce qui se passerait si je pouvais avoir une information parfaite sur une prévalence, si je pouvais avoir une information parfaite sur une sensibilité, si je pouvais avoir une information parfaite sur un coût, etc., ou sur une mesure d'utilité. Voilà. Et donc, on pourrait faire exactement la même chose. Alors, je vous conseille vraiment, il y a un papier qui est magistral, qui est le papier de Wilson sur la manière de calculer tout ça. Donc, on réinvente rien du tout. La seule chose qu'il faut voir ici, c'est que vous voyez apparaître dans le processus de génération des données, qui vous permettent de faire les calculs que l'on a fait jusqu'à maintenant, vous voyez apparaître deux boucles, puisque vous voyez que sur la première étape, finalement, je choisis, je tire aléatoirement la valeur des paramètres qui m'intéressent, puis conditionnellement à la valeur de ces paramètres qui sont fixés, je réalise dans la boucle intérieure exactement la même analyse de sensibilité probabiliste que j'ai fait tout à l'heure. Je recalcule à partir de cette boucle intérieure le calcul de la stratégie qui domine en espérance mathématique, et je repars sur ma boucle extérieure pour aller choisir de nouveaux paramètres qui sont les paramètres d'intérêt, et je refais ma boucle intérieure, je recalcule mon espérance mathématique, le maximum de mon espérance mathématique de résultat, et je repars et je refais ça. Voilà. Donc, vous voyez, ça commence à devenir plus compliqué. Là, c'est vraiment le truc qu'il ne faut pas faire. 1000 boucles intérieures, enfin 1000 itérations intérieures plus 1000 itérations extérieures, vous avez des résultats bruns. Donc voilà, ça va déjà vous prendre une paire de jours. Mais voilà, on sait qu'il faut aller bien plus loin dans la réitération pour obtenir des valeurs de paramètres qui fassent du sens. Et vous voyez que tout ça est assez bien décrit dans la littérature pour calculer tout ça. Il n'y a plus de difficultés conceptuelles à mesurer tout ça. Voilà. Et à la fin du jour, bien sûr, on a cette valeur de l'information. Alors voilà, vous voyez par exemple ici dans l'exemple qui a été choisi ici pour illustrer, vous voyez que le paramètre sur lequel finalement la valeur est la plus importante, c'est l'odd ratio d'AVC après l'occlusion de l'auricule gauche. D'accord? Et vous voyez qu'on a là finalement le paramètre qui est le plus, dont l'incertitude entache le plus la prise de décision. D'accord? Et vous voyez qu'on arrive par exemple à 7312 $ canadiens sur une meilleure connaissance, une connaissance parfaite de l'information, enfin de la valeur, une information sur la valeur de ce paramètre, ce qui, bien sûr, ramené à l'échelle d'une population, en considérant l'ensemble des cas incidents sur une période de temps fixée, permet de dire, voilà, l'information, une parfaite information sur ce paramètre-là a une valeur attendue de 194,5 millions de UR, d'accord? Et donc, vous comprenez bien qu'ayant cette valeur en tête, vous êtes maintenant en capacité de calculer le coût d'un essai clinique qui permettrait de mieux estimer ce odd ratio, puis on peut commencer à réfléchir sur finalement la priorisation de la recherche. Voilà. Ce qui nous va nous ramener au projet SmartGraph en 30 secondes. Voilà, et puis, de nouveau, réfléchissez, l'information parfaite sur un paramètre, c'est mieux que l'information parfaite sur tous les paramètres, mais c'est encore illusoire. Donc la vraie valeur de tout ça, c'est de calculer finalement la valeur attendue d'une information nouvelle, imparfaite, meilleure que l'information dont je dispose, mais qui n'est toujours pas une information parfaite. Et ça s'appelle l'EVSI dans la littérature, d'accord? Donc c'est l'espérance de la valeur d'information d'échantillonnage, c'est-à-dire en gros quelle est la valeur apportée par un design d'étude, par une production de données nouvelles. Alors là, les choses se compliquent considérablement, parce que vous voyez, on retombe comme tout à l'heure, comme je suis sur des subsets de paramètres, il y a des paramètres qui m'intéressent, des paramètres qui m'intéressent moins, je retombe sur ces deux boucles imbriquées qui font que tout ça, calculatoirement, ça devient compliqué, et puis vous voyez apparaître, tout en haut, là, il faut commencer à calculer, à jouer avec l'approche bayésienne, où il faut commencer à calculer, à faire un échantillonnage sur une distribution a priori du paramètre, qu'on va mélanger avec la vraisemblance de l'échantillon que je vais imaginer disposer pour calculer une distribution a posteriori, d'accord? Alors, dans tous les cas de figure, on peut prendre des lois conjuguées. Si on prend des lois conjuguées, ça va bien, mais si on prend plus des lois conjuguées, c'est-à-dire si je ne prends plus des lois qui se répondent l'une à l'autre, par exemple la binomiale et la bêta, je vais devenir mon problème va devenir assez compliqué.
Ce qui va vouloir dire que, ne serait-ce que sur le passage des 2 premières cases là-haut, il va falloir que je commence à faire des chaînes de Monte-Carlo, qui elles-mêmes déjà prennent des itérations monstrueuses pour arriver à la convergence, à supposer qu'on y arrive, puis on rajoute nos 1000 fois 1000 itérations. Vous voyez un petit peu le truc, hein, ça devient un petit peu calculatorement compliqué cette histoire. Voilà. J'insiste bien, conceptuellement, pas de difficulté à concevoir tout ça. Bien. Alors, jusque maintenant, on était resté. Alors, bien sûr, le VSI, hein, le VPI, vous avez compris, c'est une jauge. C'est qu'est-ce qui se passe si je réduis de 100% l'incertitude sur un paramètre. Le VSI, c'est la jauge raisonnable. C'est qu'est-ce que je peux faire avec un essai clinique, avec une étude observationnelle qui me permet de réduire l'incertitude sur la valeur de ce paramètre. Alors, jusque maintenant, qu'est-ce qu'on avait dans la littérature? On avait de l'EVPI. Parce que le VPI, c'est pas chiant du tout à calculer. D'accord? Ça rajoute un petit paragraphe dans un papier, ça fait sérieux, tout va bien, ça sert à rien, mais c'est très pratique à faire, et puis ça permet de dire qu'on a fait de la valeur de l'information, donc tout va bien. On va pouvoir faire de l'EVPI, mais le VPI c'est déjà un peu plus compliqué, et puis surtout on ne faisait quasiment jamais de l'EVSI, hein, parce que le VSI, calculatoirement, c'est monstrueux. Hein. Donc ici, un petit exemple qui avait été fourni dans la littérature, hein, qui sur un modèle décisionnel assez complexe, avec 7 alternatives, hein, donc 7 stratégies à évaluer, et c'est un modèle qui avait à peu près 200 paramètres, et les auteurs se sont amusés à calculer le nombre de temps. C'est en 2004, leurs ordinateurs étaient un peu plus lents qu'à l'heure d'aujourd'hui, enfin quand même, c'est quand même pas la fin de l'histoire. Hein, voilà. Là, vous voyez que si je veux commencer à faire de l'EVPI avec des boucles imbriquées, etc., bah, je vais de l'ordre de l'année. Donc voilà, donc, ça comprend pourquoi on n'a jamais fait ça. C'est pas tellement conceptuellement c'était compliqué, c'est surtout que calculatoirement c'était compliqué. Alors juste pour attirer votre attention là-dessus, toutes les choses se sont débloquées en 2015-2016 avec les papiers qui ont été publiés notamment dans Medical Decision Making sur finalement les métamodèles et qui permettent effectivement, vous allez voir, de simplifier considérablement les choses. Alors l'idée c'est d'utiliser ce qu'on appelle un métamodèle, c'est-à-dire un modèle de modèle. Et l'idée est assez simple. Finalement, j'ai des inputs, j'ai une boîte noire, j'ai des outputs, et entre les deux, j'ai une relation fonctionnelle. Et c'est cette relation fonctionnelle que je vais essayer d'estimer. Alors, vous voyez, mes données, ce sont les données qui sont issues de mon analyse de sensibilité probabiliste. Hop là. Mon modèle, c'est un modèle décisionnel. Je le mets dans là. Mes résultats, ce sont mes bénéfices nets. Et puis, en gros, il faut que je trouve une relation fonctionnelle entre les deux. Et cette relation fonctionnelle entre les deux, par exemple, alors dans le cas d'espèce le plus simple, je pourrais considérer que c'est une relation de type linéaire, et donc finalement je dirais, et ben voilà, en fonction de tous les paramètres qui sont dans mon analyse de sensibilité probabiliste, je vais essayer d'écrire un modèle qui lie ces paramètres à la valeur du bénéfice net, et puis je vais essayer d'utiliser ça. Alors ce qui est sympa là-dedans, c'est que bien sûr, ça ne vous aura pas échappé, que ça c'est le modèle en population. Si je prends le modèle d'échantillonnage, l'espérance mathématique de mon bénéfice net devient donc égal à bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau x1 plus bêta 2 chapeau x2 plus etc. Et tout ça, ça fait le job. Parce que si j'ai l'espérance mathématique de mon bénéfice net, c'est exactement la fonction de mon inner loop de tout à l'heure, de ma boucle intérieure dans laquelle je fais mon PSA. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Hein, alors ça, c'est une vieille histoire. Alors c'est revenu dans l'analyse de VOI récemment, en 2015-2016. Mais souvenez-vous, hein, il y a quelques vieux économistes dans la salle, il fut une époque où, à l'issue d'une analyse de PSA, on faisait ce qu'on appelait, enfin on ne fait plus, enfin moi je l'ai plus vu beaucoup dans la littérature, mais il fut une époque où on faisait pas mal, qui était finalement une régression avec des coefficients standardisés pour savoir quels étaient les paramètres les plus importants influence sur les résultats. Donc on s'intéressait au bêta chapeau, hein, voilà, qu'on normalisait, mais voilà, mais finalement, hein, je veux dire, ce modèle, hein, qui a été utilisé dans la littérature pour faire des choses en disant c'est quoi les paramètres sur lesquels le modèle est le plus sensible, et bien on peut utiliser ce même modèle pour non pas utiliser la valeur des bêta chapeaux, mais utiliser la prédiction. Voilà, et la prédiction, évidemment, c'est effectivement ce qui va nous intéresser ici. Alors vous voyez, en gros, quand je veux calculer le VPI, hein, je vous ai dit que c'est très compliqué de faire le VPI. Pas du tout. Regardez, je génère mon analyse de sensibilité probabiliste. Je m'intéresse aux deux paramètres qui sont là, hein, voilà, des qualis, des qualités de vie, et ben je fais ma méta-régression, et puis vous avez compris ce qui se passe, plutôt que d'avoir ma boucle intérieure, finalement je n'ai qu'à utiliser que cette méta-régression pour venir considérablement simplifier tout ça. Donc tout ça, bien sûr, peut faire l'objet de sophistication à l'infini. Vous avez bien compris qu'une régression linéaire, c'était probablement pas très bon.
que si je pouvais utiliser un GAM, ce serait mieux, si je pouvais utiliser... Voilà, enfin, voilà, après, l'imagination est au pouvoir, hein, il y a des économètres dans la salle, on peut faire ce qu'on veut, il faut que ce soit flexible, régulier, tout ça, bref, on peut faire tout ce qu'on veut. Et la littérature ne se prive pas, et on voit depuis 2 ans, 3 ans, se développer de manière extrêmement forte ces méthodes de méta-régression, mais qui, dans le principe, ne sont que celles-là. Et vous voyez qu'une fois que j'ai fait ça, j'ai considérablement résolu mon problème, et finalement, ce problème qui n'était plus un problème conceptuel, qui était un problème calculatoire, eh bien, si je comprends bien ça, devient trivial. Voilà. Et donc, finalement, toutes ces méthodes de VPPI, de VSI deviennent accessibles voilà, pour un usage courant, compte tenu de ces développements récents de méthodes. Voilà. Tout ça pour vous dire que ça n'a absolument... Vraiment, il n'y a plus rien, enfin, théoriquement, il n'y a plus rien à trouver là-dedans. Je veux dire, c'est pas voilà, ce que je dois raconter, c'est vraiment ce qui est dans la littérature. La question qui est vraiment, c'est l'usage. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on en fait maintenant. Voilà. Alors, il reste une question quand même, hein, qui est celle-ci. Hein, l'incertitude. Quand même, un truc sur lequel on pourrait réfléchir un peu, c'est que quand on fait de l'analyse de valeur d'information, hein, on vous dit la valeur d'information, c'est 1000 milliards. Je dis n'importe quoi, j'ai un chiffre au hasard. Puis on vous dit c'est 1000 milliards. Voilà. Mais c'est 1000 milliards sûrs ou 1000 milliards compris entre 950 et 1200 milliards. Ah, oui. Donc voilà. Et on voit bien que derrière ces méthodes, vous voyez que ce sont des méthodes qui déplacent un tout petit peu le problème. C'est-à-dire que, à la fois, vous voyez bien que sur l'analyse primaire, on se disait la valeur du paramètre n'est pas suffisante, il faut caractériser l'incertitude sur le paramètre du modèle d'aide à la décision. Et bien de la même manière maintenant, en fait, finalement, on a mis des hypothèses supplémentaires, on a mis des distributions, on a fait des hypothèses de distribution, etc. Ben, tout ça est entaché aussi d'incertitude. On n'est pas certain que c'est bien une loi bêta, que c'est bien une loi log normale pour les coûts. Enfin, voilà, vous comprenez, hein, donc il y a plein d'incertitudes. Et ceci mériterait quand même qu'on regarde sur quelle est la valeur, l'intervalle de confiance de la valeur de l'information. Il faut bien qu'on pourrait s'amuser un tout petit peu. Et les méta-régressions, de ce point de vue, ouvrent le champ, puisque c'est plus compliqué de le faire. Vous dire, sinon il faut imaginer 3 boucles, hein, ça commence à devenir entendu. Mais maintenant, c'est plus le cas, donc on pourrait très bien effectivement revenir sur quelque chose qui soit un peu plus... Alors voilà, ça c'est le projet sur lequel on est, Alexandre et hein, c'est le projet VEI France qui est financé dans le cadre du PREPS, dans lequel en gros on se pose la question non pas des méthodes, mais on se pose la question de savoir ces méthodes-là, est-ce qu'elles peuvent aider les pouvoirs publics à définir. On est tous dans le débat où la primo-inscription est trop tôt parce qu'on a beaucoup d'incertitudes sur les paramètres décisionnels, qu'on n'est pas capable de prendre une bonne décision sur le prix, sur le remboursement d'une technologie de santé. Mais j'insiste, enfin moi c'est l'un de mes chevaux de bataille, c'est de dire, mais oui, mais attendez, cette étape-là, elle est absolument essentielle parce qu'elle caractérise l'incertitude. Et on a un rendez-vous à un moment donné où on caractérise une incertitude. Ayant caractérisé cette incertitude, toutes les méthodes que je vous ai présentées d'analyse de l'information sont disponibles pour dire où doit-on mettre les efforts pour que dans 5 ans, lorsque le produit reviendra à réinscription, on revienne sur quelque chose qui soit raisonnable et sur lequel la décision puisse être prise. Et on peut aussi éventuellement avoir des situations dans lesquelles on a de l'incertitude, on n'est pas à l'aise avec la décision, mais de toute façon la valeur de l'information est tellement faible que ça ne justifiera jamais d'une étude supplémentaire. Et donc on fait avec. On décide oui, non, et on décide de manière définitive. Voilà. Et donc je pense qu'à un moment donné, ces genres de choses pourraient être intéressantes. Et donc nous, on a un projet de recherche qui est vraiment très axé recherche-action, hein, où on essaye, sur des exemples pratiques, de faire réfléchir les institutionnels sur l'utilisation de ce genre de méthode dans le cadre de cette... voilà, et ça renvoie hein, par rapport à des choses qui avaient été dites par... les uns et les autres lors de l'atelier J1, les questions de hiérarchisation des demandes, d'accord. En gros, c'est pas chacun demande son petit truc dans son pain parce que qui est épidémiologiste, qui est clinicien, qui est économiste, mais c'est en gros, est-ce que je suis capable de hiérarchiser les demandes et de faire en sorte que ce que je demande soit effectivement utile à la prise de décision. Et puis, bien sûr, le fait de rendre prédictibles les choses, bien sûr, qui exige d'avoir un modèle de référence, et les valeurs de l'information, bien sûr, constituent un modèle de référence de choix sur lequel on pourra se baser. Voilà, et donc c'est ça l'idée. Et puis, je vais juste passer la parole au porteur de projet RH Strata, parce qu'en gros, la question qui était ici posée, c'est effectivement dans le cadre d'un projet pour lequel le dispositif médical est dans un état d'avancement relativement peu élaboré, finalement, est-ce qu'on peut se poser assez tôt des questions de hiérarchisation des projets de recherche et des paramètres qu'il faudrait pouvoir renseigner pour aider à la prise de décision pour ce produit.